Bonjour, merci de rester sur nos programmes et bienvenue au journal. Le président de la République a reçu le ministre des Affaires étrangères de la République fédérale du Nigeria. Nourdine Mohamed était porteur d'un message du président nigérian à son homologue malien. Les deux personnalités ont évoqué les questions liées à l'insécurité dans la bande sahélo-saharienne. Auparavant, Ibrahim Boubacar Keïta avait rencontré le chargé d'affaires de l'ambassade de la République d'Angola et l'ambassadeur du Maroc, Mohamed Diarra. Le Mali et le Nigeria ont une position commune sur le dossier de la lutte contre le terrorisme. Le ministre des Affaires étrangères, non moins émissaire du président nigérien, a largement échangé avec le président Ibrahim Boubacar Keïta sur la question. Of course, our states are against terrorism. Convergence de vue entre les deux pays. Vous savez bien que le Mali et la République fédérale du Nigeria, ce sont deux pays laïcs. C'est deux pays où la liberté de pratiquer la religion est donc acquise à tous les citoyens. Et nous avons des communautés musulmanes dans les deux pays, nous avons des communautés catholiques, mais en fait nous nous réjouissons de voir que les communautés catholiques et musulmanes des pays, de nos deux pays, tous ils sont pour la tolérance, de permettre à tout un chacun de choisir librement sa religion. Et donc la laïcité du pays, de nos deux pays. Le diplomate nigérien a, au nom du président Goodluck Jonathan, félicité le chef de l'État pour son élection. Sur les pas du ministre nigérien, le chargé d'affaires de l'ambassade de la République d'Angola au Mali avec résidence à Abidjan. Ce dernier était porteur des messages du président angolais à son homologue malien. Les deux personnalités ont aussi revisité les relations entre les deux pays. On a un peu parlé de la coopération sud-sud avec le président malien. Nos relations sont bonnes. Oui, où le président malien souhaite que l'Angola vienne ouvrir l'ambassade avec résidence au Mali. Autre pays qui entretient de bons rapports avec le Mali, le Maroc. L'ambassadeur de ce pays ami du Mali a été reçu par le président Ibeka. Les deux hommes ont parlé de l'excellence de la coopération entre le royaume chérifien et notre pays. Le pays du roi Hassan II a installé un hôpital de campagne à Bamako. En moins d'un mois, les médecins marocains ont effectué plus de 25 000 consultations. Et mieux, le Maroc a offert une bourse de formation à 500 imams maliens. Le procureur de la Cour pénale internationale est en visite dans notre pays. Avant d'être reçu par le Premier ministre, Fatou Bensouda avait rencontré le ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Au cours de cette rencontre, elle a précisé que les enquêtes en cours au Mali sont au stade préliminaire. En termes clairs, personne n'a encore été identifié comme auteur de crime pour le moment. Bourama Traoré. Just as I said before, the object of my visit to Mali. L'objet de ma visite ici au Mali et pour remercier les autorités maliennes pour leur coopération. Et comme vous le savez, le gouvernement malien a déféré la situation malienne devant la CPI. Et depuis, nous travaillons sur cette situation et le gouvernement continue de coopérer. Les enquêtes de mon bureau ont commencé depuis le 13 janvier cette année, 2013. Et les enquêteurs sont sur le terrain et nous sommes ici pour demander que la coopération nécessaire continue d'être donnée à la Cour pour la bonne continuation de ce travail. À présent, le contenu de ce communiqué avant de poursuivre ce journal dans le cadre de l'organisation des élections législatives du 24 novembre prochain. Le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État convie en réunion les candidats en lice ou leurs représentants. Les représentants du ministre de l'administration territoriale et de la CENI ce vendredi 1er novembre 2013 à 15h. La réunion initialement prévue au siège de l'organe aura lieu à la maison de la presse. Hors du jour, entretien sur la décision numéro 013-022 du Comité national de l'égal accès aux médias d'État de répartition de temps d'antenne pour les candidats et tirage au sort de l'ordre d'enregistrement et de diffusion des messages de campagne. La présence de tous est vivement souhaitée. Élaboré en 2012, le projet d'urgence pour l'éducation pour tous va bientôt démarrer. La cérémonie de lancement du dit projet a eu lieu au Centre international de conférence de Bamako. Reportage de Nando Damele. Ce matin marque un moment clé des travaux entrepris par le ministère de l'Éducation nationale et ses partenaires, notamment la Banque mondiale, au cours de ces 12 derniers mois. Elle marque le lancement officiel du projet d'urgence Éducation pour tous.
La Banque mondiale, en tant qu'entité chargée de la supervision de la mise en œuvre du projet, a travaillé en partenariat avec les équipes techniques du ministère et les autres partenaires afin de diligenter le processus de préparation. D'un coût global de 41,7 millions de dollars américains, soit 21 milliards de francs CFA, ce vaste projet ambitionne d'appuyer les élèves ayant été affectés par la crise tant dans le nord que dans le sud du pays. Le projet dont nous procédons aujourd'hui au lancement cible les enfants déplacés et les écoles communautaires de 7 académies d'enseignement. Il comprend 3 composantes: l'amélioration de l'accès aux services d'éducation de base dans les zones ciblées, l'amélioration de l'environnement d'apprentissage des élèves et des rendements scolaires, et la gestion du projet, suivi et évaluation. D'une durée de 3 ans, le projet va s'atteler à la construction et à la réhabilitation des kits scolaires, des cantines scolaires, à la formation des enseignants suivi des apprentissages et des cours de rattrapage et l'appui au comité de gestion scolaire. La politique de l'éducation au Mali, telle que définie dans le PRODEC, est largement ressortie dans le cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté 2012-2017. Au niveau de l'axe stratégique 2, renforcement des bases à long terme du développement et accès équitable aux services sociaux de qualité. Les activités couvertes par le projet procèdent au double souci de répondre à la situation d'urgence, mais aussi de mettre en place ou renforcer les bases de l'amélioration à moyen terme du système éducatif. Le ministre de la Sécurité, Sada Samaké, était face aux agents de la protection civile. Avec eux, il a parlé de discipline, de ponctualité au service et de justice. Les hommes se sont engagés à consolider les acquis au sein de leur service. Adama Kodjo. Il n'y a plus de discipline. Chacun fait ce qu'il veut. Le laisser aller. C'est ça aujourd'hui qui règne au Mali, dans tous les corps. Non seulement on ne travaille pas, on n'est pas discipliné et on veut obtenir tout. Encore la discipline, toujours la discipline sans laquelle rien de potable ne peut être réalisé. C'est pourquoi le ministre de la Sécurité a rencontré les agents de la protection civile pour leur parler aussi de la ponctualité au travail. La ponctualité, c'est la première qualité d'un homme. Il faut être ponctuel à l'heure. Vous ne pouvez pas demander à les gens, à vos subordonnés, d'être à l'heure ou bien d'être discipliné si vous n'êtes pas ponctuel. De la justice, il en a été également question lors de cette sortie ministérielle. Une justice qui passe par le respect des droits de chacun. L'injustice, la méchanceté, l'égoïsme, voici 3 mots qui ont miné notre pays, qui ont causé du tort à notre pays. Quand on n'est pas juste envers les hommes, ça amène des sentiments de frustration, un sentiment de révolte, et le service ne peut pas marcher. D'abord, la justice du côté des chefs. Les responsables doivent être juste. Si vous avez des problèmes des hommes à gérer, vous devez le faire dans la plus grande légalité, dans la plus grande justice. Le général de division Sada Samaké a par ailleurs salué les soldats du feu pour les différents acquis, des acquis que les hommes entendent consolider. Les préoccupations du ministre seront vraiment scrupuleusement observées, ça c'est clair. Cette disposition, c'est de maintenir la discipline au sein de notre corporation, c'est de mieux travailler davantage. Le renforcement du dialogue social, le manque de moyens, l'insuffisance du personnel et la récompense du mérite sont entre autres préoccupations évoquées par les agents. Nous vous proposons à présent le dossier de cette édition sur la contribution de la jeunesse à la consolidation de la paix et de la sécurité, un thème d'actualité traité par Adama Kodjo que nous retrouvons. La paix et la sécurité sont 2 éléments indissociables et indispensables à l'épanouissement de tout peuple. Pour la consolidation de la paix et de la sécurité au Mali, l'implication des jeunes s'avère une nécessité. La majorité de la population malienne est composée de jeunes. Et on ne peut pas parler aujourd'hui de paix, de sécurité, sans cette couche-là, qui est d'ailleurs la couche la plus vulnérable aujourd'hui, qui est exposée à tous les dangers et qui peut aussi avoir des solutions pour une paix durable. La jeunesse doit vraiment se donner la main. Il faut qu'on se tolère et il faut aussi qu'on travaille. C'est dans le travail, dans la tolérance,
que la paix peut vraiment être quelque chose d'utile pour nous. Conscient de son rôle dans la sensibilisation, le Conseil national de la jeunesse CNJ reste mobilisé pour le retour définitif de la paix dans les pays. Nous avons organisé des rencontres avant les événements du 22 mars. Nous avons organisé pendant le 22 mars et aujourd'hui nous sommes là-dessus. La preuve c'est que le forum sur la décentralisation, la grande rencontre qui a eu lieu, il y avait le Conseil national de la jeunesse de Kidal qui était là, de Gao, de Tombouctou, qui ont tous participé et qui aujourd'hui sont en phase avec nous. Et pendant tout le temps qu'ils nous ont donné des informations et qui se sont retenus à ne pas faire partie, en tout cas, du jeu de ces soi-disant islamistes. Aucun développement n'est possible sans la paix. C'est pourquoi, au Conseil national de la jeunesse, on compte sur le sursaut de cette couche sociale en matière de contribution à l'instauration de la quiétude. Nous devons être le premier à sécuriser notre pays pour que au moins l'armée aussi puisse nous sécuriser derrière. Parce que c'est nous qui les exploitent pour en tout cas commettre beaucoup de dégâts. Il faut qu'on prenne conscience, qu'on se dise que ce pays nous appartient et qu'il faut la paix et la sécurité parce qu'il faut d'abord ça pour parler d'emploi, il faut d'abord ça pour parler de santé, il faut d'abord ça pour parler de l'école, il faut d'abord ça pour parler de l'épanouissement. Pour une contribution efficace à la consolidation de la paix et de la sécurité, les valeurs sociétales du pays doivent servir de leçon selon certains intervenants. Quand il y a crise, ce n'est pas tout le monde qui comprend les tenants et les aboutissants d'une crise. Donc il faut leur parler. Ils ne savent pas qu'en faisant tel comportement, on peut menacer la paix. Donc c'est pour qu'il faut sensibiliser pour dire que, attention, l'acte que vous posez, certes, semble pour vous un acte anodin, mais ça peut avoir des conséquences très graves sur votre communauté, sur votre personne et sur le pays. Le continent fête tous les 1er novembre la journée africaine de la jeunesse. Le thème retenu au Mali, contribution de la jeunesse à la consolidation de la paix et de la sécurité, est plus qu'interprété. Actualité ailleurs sur le continent, en République démocratique du Congo, l'armée s'est emparée de Bunagana, la dernière place forte des rebelles du M23 Bunagana, où la population fête cette libération après des mois d'occupation. La population de Bunagana est descendue dans la rue pour fêter les libérateurs. Les forces armées de RDC ont chassé les rebelles du M23 de leur fief à l'extrême est du pays. Une liesse populaire qui s'explique par les conditions de l'occupation. Les femmes se faisaient violer à tout bout de champ. Tout le monde était harcelé et ne pouvait pas travailler. Ils nous prenaient le peu d'argent qu'on avait. On payait des taxes inexpliquées à la douane même si on n'était pas commerçant. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu qui a ramené l'autorité de l'État, qui nous a libérés de ces gens. Chants, danses et acclamations pour des soldats qui prennent la pause et quelques rafraîchissements, enfin vainqueurs après des mois de défaite. Nous avions promis que c'était pour bientôt, on allait hisser le drapeau national à Bunagana et c'est maintenant de se réaliser et c'est ça ce qui est important. Les FARDC viennent de tenir à leur parole et le M23 vient d'être chassé définitivement. Malgré ses succès militaires, le président Kabila, dans une adresse à la nation, a confirmé que l'option diplomatique était toujours sur la table, exigeant cependant que les rebelles déposent les armes. Je réitère mon appel aux éléments du groupe armé qui vient d'être déguerpi des territoires de Nyiragongo et de Rutshuru à se démobiliser volontairement. Un appel resté lettre morte. Jeudi matin, les FARDC sont repartis à l'offensive pour débusquer les derniers rebelles. Opération de ratissage sur les collines, mais également tir à l'arme lourde pour frapper les rebelles retranchés sur les hauteurs du Nord Kivu à près de 2000 mètres d'altitude. En Tunisie, un kamikaze s'est fait sauter sur la plage à Sousse, dans le littoral est du pays. Cet attentat non revendiqué serait l'œuvre, selon les autorités, du groupe terroriste Ansar al-Sharia. C'est la seule victime de l'attentat de Sousse, le kamikaze lui-même. Il est 9h30 mercredi matin quand un homme tente de pénétrer par l'arrière d'un hôtel situé sur la corniche. Repéré par les gardes, il s'enfuit sur la plage où il déclenche ses explosifs devant des dizaines de touristes.
On a entendu un gros boom sur la plage, donc on s'est tous regardés, on a vu plein de gens arriver, rentrer dans l'hôtel, et la sécurité de la plage nous a dit tout de suite rentrer dans l'hôtel. Et quand on est arrivé, quand on est rentré dans l'hôtel, on a vu un pied exploser par terre. Cette explosion n'a pas été revendiquée, mais les autorités affirment que ses auteurs appartiennent au groupe salafiste Ansar Acharia. Pas de revendication non plus pour la tentative d'attentat menée une demi-heure plus tard, cette fois à Monastir. La bombe visait le mausolée Bourguiba, le père de l'indépendance tunisienne. Monastir, Sousse, 2 villes du littoral est de la Tunisie, une zone jusqu'ici épargnée par la violence. Une zone très touristique où tout le monde craint l'impact économique de ces actions terroristes. Je suis en colère. Parce que c'est la Tunisie, madame. La Tunisie, c'est un pays de la paix. On n'a jamais eu de choses pareilles. Malheureusement, ce n'est pas une bonne image de marque pour notre pays, mais il y a des étrangers, il y a les médias partout dans le monde qui vont parler de ça. C'est une catastrophe. Les terroristes visaient jusqu'ici l'opposition et les forces de sécurité vers la frontière algérienne. La présidence tunisienne a dénoncé une tentative de torpiller la transition démocratique. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouverez pour les éditions du soir Ndeye Sissoko. Merci et à bientôt.